Bonjour Gaëlle Vigouroux, vous avez 52 ans, vous êtes tête de liste de Crozon avec vous et c'est la deuxième fois que vous vous présentez aux élections municipales. Pourquoi avoir accepté cet entretien? Bien déjà, bonjour Elisabeth. Déjà, je suis contente parce qu'on est sur la même liste en fait. Et je suis très contente d'avoir une journaliste reporter qui a fait beaucoup de terrain de guerre dans notre équipe. Et je suis très heureuse qu'on puisse mettre tes compétences au service de notre campagne électorale. Voilà, pourquoi j'ai accepté? Parce que je trouve que c'est important qu'une campagne, c'est le moment où on se met à nu devant les habitants. Et les habitants ont besoin de savoir pour qui ils vont voter. Donc c'est vrai qu'une réunion publique, on montre un peu de soi, mais pas énormément. La presse dit de nous des choses. On a quand même des gens aussi qui peuvent aller sur le terrain dire un peu tout et n'importe quoi. À un moment, prendre la parole et dire ce qu'on pense vraiment, sans filtre, juste face à la caméra, et de dire voilà tel sujet, voilà comment on le traite. Ça évite bien des malentendus. Et c'est, je trouve, un très bel exercice. En 2003, vous vous installez à Crozon et vous vous investissez dans la vie locale. Vous connaissez bien les Crozonnais, mais les Crozonnais vous connaissent-ils vraiment? Alors je pense que les Crozonnais et les Crozonnaises me connaissent mieux aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est beaucoup les Crozonnaises qui me connaissaient, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai accompagné les femmes, et notamment des femmes qui montaient leur commerce, qui montaient leur entreprise, à créer soit leur emploi, soit leur activité. Donc elles me connaissaient mieux que les garçons déjà. Et puis, quand je me suis présentée à la mairie de Crozon, qui fait en effet, il y a eu mon visage sur les affiches électorales pendant très longtemps, parce que vous savez, il y a eu le Covid, hein. Elles ont été sur les murs pendant 3 mois. C'est clair que les Crozonnais me connaissaient mieux déjà. Moi, ils connaissaient mon visage. Avant, j'avais un mandat régional. Le mandat régional n'est pas un mandat extrêmement connu parce qu'on n'est pas beaucoup en lien avec les habitants. Les compétences régionales sont assez techniques en fait et sont très peu finalement. On s'occupe des lycées, on s'occupe des transports, mais on n'a pas un lien direct à l'habitant comme on peut l'avoir avec la mairie. Alors depuis 6 ans, c'est vrai que j'ai un rôle de chef de l'opposition à la mairie de Crozon et que les habitants, du coup, voient plus mon nom dans la presse, m'entendent aussi plus sur les réseaux sociaux. J'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Puis quand je rencontre les habitants dans la rue, eh bien, ils m'expliquent ce qui va pas, ce dont ils ont besoin. Et puis moi, je vis comme tout le monde, alors je fréquente l'espace public, je vais au concert, je vais au spectacle, je vais dans les associations. Donc je crois que les Crozonnais commencent quand même à me connaître. Pourquoi êtes-vous entré en politique, Gaëlle Vigouroux? Alors, je pense que tout est politique d'abord. Avant de rentrer en politique, moi j'ai un premier engagement qui est un engagement pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que le premier engagement était antiraciste, ça c'est très clair, dès 15 ans. Et puis dès 18 ans, je prends plutôt des engagements contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et c'est ce qui va m'amener en politique. Donc en 2007, quand je monte ma première entreprise à Crozon, et je crée le réseau Entreprendre au féminin Bretagne, qui est une structure d'accompagnement qui accompagne les femmes à créer leur entreprise. Et en fait, à l'époque, on est un peu vu comme un réseau économique très ouvert, puisque la méthode d'Entreprendre au féminin, c'est d'accompagner les personnes de là où elles sont, de ne pas s'interdire de parler de la vie familiale, des freins qu'on peut recevoir, si on est soutenu dans son entourage ou pas. C'est-à-dire que c'est une approche complètement globale et qui va s'intéresser aux différences, c'est-à-dire aux freins et aux motivations qui sont différentes parce qu'une femme et un homme ne vivent pas tout à fait de la même façon aujourd'hui dans la société. Et que les femmes restent encore souvent en charge de l'éducation des enfants. Donc même si ça bouge, sociétalement, on sait que les femmes ont plus de difficultés à accéder au financement, ont plus de difficultés à créer leur boîte, à être crues et à être vues comme compétentes par les acteurs économiques. Quand moi je suis arrivée, c'est une façon de faire la politique, mais dans ces milieux économiques d'abord, il n'y avait pas de femmes. Et puis on a créé Entrepreneur féminin, et puis on a créé Elle à Brest, Elle en Cornouailles, et aujourd'hui on a autant de femmes que d'hommes qui viennent dans les manifestations économiques en Finistère. Donc d'abord ça. Et puis moi je suis arrivée en politique parce que j'avais fait des choses, parce que j'avais accompagné des gens, parce que j'avais un réseau et surtout j'osais dire qu'il fallait s'engager,
que j'osais prendre ces responsabilités-là. Donc j'ai été repérée en fait. Moi c'est Pierre Maé qui m'a mis le pied à l'étrier et en 2011, eh bien, le Parti Socialiste à l'époque est venu me chercher pour que je sois la remplaçante de l'ancien maire de Lanvéoc qui est allé au cantonal. Donc je suis allée, j'ai fait la campagne, voilà. Il a gagné, mais moi je n'ai pas été élue puisqu'une remplaçante n'a pas de rôle. Et puis du coup après on est venu me chercher une deuxième fois au régional, cette fois-ci sur la liste de Jean-Yves Le Drian. Et je suis rentrée sur la liste de Jean-Yves Le Drian en 10e place et j'ai été élue à la région Bretagne pendant 6 ans. C'est vraiment, je dirais que j'ai jamais mis les pieds dans un parti, mais c'est vraiment le fait de faire des choses, le fait d'être utile à la société. Je fais partie de ces gens de la société civile en fait, qui étaient à l'époque très prisés des partis, parce qu'on venait les chercher, parce que voilà, c'était pas des gens qui étaient des apparatchiks ou qui étaient là pour jouer des coudes. On était reconnus par ce qu'on avait fait. Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivée, quoi. Mais justement, est-ce qu'on joue encore des coudes au niveau municipal ou alors c'est réservé essentiellement à la politique politicienne des législatives et des présidentielles? Alors je peux vous dire que moi je suis investie depuis 2011 en politique sur le territoire. Depuis 2011, on a vécu beaucoup de choses dans la vie politique française. Déjà, on a vu la gauche qui s'est parcellisée et aujourd'hui, il y a 18 partis de gauche qui sont quand même très difficiles de les mettre ensemble et d'avoir une position commune. Donc déjà, ça questionne en fait sur la capacité à gagner pour la gauche. Et puis nous, on avait un député qui s'appelait Richard Ferrand, qui était aussi mon collègue élu régional, qui est parti En Marche, qui a divisé complètement la gauche sur le territoire. Et du coup, les partis de gauche, ils ont disparu. On n'avait plus il n'y a pas de section PS, je pense qu'il reste une section du Parti communiste qui est assez large, avec quelques membres à Crozon, mais moi les partis, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai continué à faire comme d'habitude, en fait. J'ai juste agi plus haut, voilà. C'est ce que permet le mandat d'élu, en fait. Et après, je trouve qu'à un moment donné, c'est les citoyens qui ont pris la responsabilité que de faire avancer la société. Moi, j'ai monté en 2020 une liste citoyenne. Là, on repart avec 12 personnes qui étaient déjà là en 2020, sans être partisans. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des engagements dans des partis qui sont avec nous, mais la liste, elle n'est pas partisane. Elle est très clairement... je dirais que c'est la liste du bon sens. C'est la liste qui se pose les questions des besoins des habitants en termes de leurs besoins quotidiens. C'est la liste qui se dit, voilà, il y a des enjeux importants pour la presqu'île de Crozon et pour Crozon. Comment est-ce qu'on y répond? Donc c'est la liste des solutions et du bon sens. Voilà, c'est ce que et moi c'est ce que j'aimerais, ce qu'on fait ici, où on travaille avec l'habitant, on travaille avec les parties prenantes pour voir quels sont les besoins et quelles sont les solutions qu'on peut mettre ensemble en place. Je trouve qu'au niveau national, ce serait bien qu'ils s'inspirent un petit peu de ce qui se passe en local. Parce que les élus qui jouent des coudes ou qui sont partisans ou qui... on fait de la politique avec tout le monde et on fait de la politique en faisant des additions. Et voilà. Et c'est vraiment important de dire ça parce que pour mettre en place un projet, il faut être élu. Moi, j'ai aucune vocation à rester dans l'opposition toute ma vie. Je peux vraiment dire très clairement aujourd'hui que je me présente une dernière fois aux élections municipales. C'est la dernière fois que j'y vais. Si les habitants ne veulent pas de moi, eh bien, ils seront passés à côté finalement d'un projet, de certaines réponses dont je pense qu'ils ont besoin, mais j'irai pas pendant encore 10 ans. Je retournerai au travail, sur d'autres combats, sur mon entreprise, et voilà, et j'en fais pas une affaire personnelle. Par contre, je pense qu'on a trouvé les solutions qui sont ad hoc, en tout cas qui vont être utiles à la majeure partie des habitants, parce que la presqu'île a besoin de changement. Si on passe les 6 ans encore, comme on l'a fait aujourd'hui, à tourner autour des problèmes et à faire une politique qui ne correspond pas aux besoins des habitants, je pense qu'on va avoir des problèmes. Donc je pense que c'est important d'y aller. Maintenant, les élections, c'est ça qui est super, c'est projet contre projet. Les gens choisissent. Et puis s'ils nous choisissent, on sera super content d'être à leur service pendant 6 ans. S'ils ne nous choisissent pas, ce sera de leur responsabilité. Alors, on dit de vous que vos positions sont parfois radicales. On dit aussi qu'on vous qualifie aussi parfois de LFiste. Que répondez-vous à vos contempteurs? Je pense que mettre des étiquettes aux gens, c'est le sport national aujourd'hui en France, d'une part. Moi, je ne me reconnais pas dans un parti politique aujourd'hui, dans toutes les propositions qui sont faites, malgré la diversité des offres. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ont perdu les partis politiques, c'est le lien à l'habitant.
Moi, je ne suis pas non plus une anti-parti, comme on peut entendre. Je pense par contre qu'un parti politique a son utilité quand il anime toute l'année le débat d'idées. Un parti politique qui se réveille 6 mois avant les élections parce qu'il veut gagner des élections, parce que sa vie la vie du parti est en danger, et parce qu'il gagne des sous, parce qu'il a des postes aux élections, hein, des bons scores, ben moi je ne me reconnais pas là-dedans, parce que je pense qu'on a perdu le sens. Donc ça c'est la première chose. Donc je ne me représente pas du tout chez LFI, mais je ne me représente pas non plus chez les autres. Voilà. Et je crois que toute ma carrière, qu'elle soit ma carrière, enfin ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie d'entrepreneur, ma vie de salarié, eh bien, fait que l'expérience que j'ai de la vie fait qu'il y a des bonnes idées partout et que c'est du débat que naissent les meilleures idées. Avoir raison tout seul, ça ne sert à rien, surtout en politique. D'abord, en politique, voilà, on va analyser, on va regarder ailleurs ce qui se passe, on va trouver des solutions qui peuvent être transposables, on va analyser vraiment les besoins et on va trouver ces solutions. Puis on va voir si on peut les appliquer. Puis après, on a besoin de tout le monde. C'est pas une histoire d'étiquette politique, tout ça. C'est une histoire de saisie des besoins, d'analyse des solutions et après de choix. Voilà, ça va pas plus loin. Alors non, je suis pas LFiste, aux grandes dames de mes adversaires qui aimeraient bien me mettre dans le corner de la radicalité. Je pense parfois sur certains sujets qu'on a besoin d'une certaine forme de radicalité. Je prends par exemple ce qui se passe actuellement sur les pesticides. Moi j'ai un engagement sur l'eau, et donc sur le changement de modèle agricole. Si je m'engage sur l'eau, c'est pour 2 choses. D'une part, l'eau c'est un bien commun et c'est un bien précieux. Si demain on n'a plus d'eau, et notamment plus d'eau potable, ni en quantité et pas assez en qualité non plus, demain, comment est-ce qu'on vit sur un territoire qui n'apporte plus de l'eau potable au robinet des habitants? En 2022, on s'est retrouvé en été à être à 2 doigts de ne plus apporter d'eau au robinet. Et en même temps, en 30 ans, on a fermé des zones de captage d'eau potable. Hein, et quand on ferme des zones de captage d'eau potable, on les ferme en général parce qu'on dépasse de beaucoup les taux de métabolites de pesticides ou les taux de nitrates. Voilà. Et donc on ne peut pas les rouvrir, sauf avec des traitements très importants qui coûtent très cher à la collectivité. Aujourd'hui, même un paysan de notre territoire, si demain il veut produire de l'alimentation pour le territoire, s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas produire. Si nous, on veut vivre sur un territoire, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'eau. Donc c'est un sujet qui est supra par rapport à tout le reste. Moi, j'aimerais que quand on regarde notre aménagement futur ou notre avenir commun sur le territoire, on se dise, voilà, j'ai quoi comme ressources en eau aujourd'hui de disponibles? Quelles sont les ressources que je peux avoir demain de disponibles? Et du coup, quel est l'aménagement que je peux soutenir? Quel est le développement économique que je peux faire si justement je n'ai plus d'eau? Eh bien, si on se pose toute cette question-là, on va pouvoir changer durablement et rester vivre plus longtemps sur des territoires comme les nôtres.